Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, amis internautes fidèles des ESAE TV, bonjour et bienvenue sur votre émission L'invité. Nous sommes aujourd'hui dimanche 9 février 2025 et nous allons recevoir pour vous aujourd'hui un homme politique que vous connaissez déjà très bien. Il est membre du parti politique Les Démocrates. Il est également le coordonnateur du cadre de concertation de l'opposition. Il est déjà avec nous dans ce studio. Il a pour nom M. Eugène Azatassou. Monsieur Azatassou, bonjour. Bonjour, bonjour madame, bonjour. Bonjour monsieur Azatassou. Aux téléspectateurs. Oui, monsieur Azatassou, c'est la première fois que vous venez sur notre plateau depuis que nous avons entamé la nouvelle année. Donc je me fais le devoir de vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette année et que le bonheur soit pour tous les Béninois. Merci beaucoup. Je souhaite aussi mes vœux de bonne santé pour vous-même, pour votre famille, pour tous vos collègues. Les vœux de succès pour ESAE TV. Oui. Merci. Et le groupe ESAE en réalité. Et mes vœux de santé et de paix et de bonheur pour l'ensemble de vos téléspectateurs et l'ensemble du peuple béninois. Merci monsieur Azatassou et comme à l'accoutumée, je suis avec ma collègue, ma complice, Nancine Fatombi. Nancine, bonjour. Bonjour Kales Koutoubou. Comment ça va? Ça va, je me bénéficie. Et l'année nouvelle, ça se passe bien? Très bien. Ok, j'espère que nous allons toujours nous porter bien, que ça ira de l'avant pour chacun, pour nous. Et voilà, ceci étant fait, nous allons entrer de plein pied dans cette émission. Monsieur Azatassou, aujourd'hui sera question, nous sommes en début d'année, forcément que votre formation politique, sinon la coalition dont vous faites partie, a des ambitions pour notre pays. Et étant donné que nous sommes dans une année charnière, parce que dans quelques mois, tout le monde sera occupé à penser aux élections, est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée, qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Sinon, qu'est-ce que vous proposez pour un mieux-être au Bénin? Merci beaucoup. Ce que je voudrais répondre à ça, c'est ce que j'ai déjà répondu à plusieurs reprises à ce genre de questions. Le problème qui se pose au Bénin actuellement, c'est le problème de la démocratie, le problème des élections libres, équitables et transparentes. C'est le problème que le peuple béninois, dès qu'il se dote de responsables, il faut que ce soit ces responsables-là qui soient proclamés et qui dirigent le peuple dans les différents compartiments. C'est le premier problème qu'on a à régler aujourd'hui et c'est par rapport à ça que nous nous battons. Ça fait partie des objectifs du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Tous les partis de l'opposition et mouvements de l'opposition qui sont dans le cadre ont cet objectif-là en commun. Et nous nous battons pour cela. C'est vrai, on va vers une élection 2026 qui est une année électorale, les élections générales de 2026 et puis les élections présidentielles. Le gros problème à résoudre, c'est qu'il faut que ces élections soient libres, équitables et transparentes. Parce que sans cela, vous avez vu ce que nous avons vécu en 2019. Vous avez vu ce que nous avons vécu en 2021. Les élections qui arrivent sont des élections
groupé et donc beaucoup plus sensible. Et si il arrive que des esprits malins veuillent tripatouiller, s'approprier des résultats qu'ils n'ont pas, ça risque d'être très compliqué et ça risque d'être très difficile. Je crois que tout Béninois et surtout nos dirigeants qui veulent un pays de paix, un pays bien gouverné, qui se développe, doivent savoir que l'étape importante, c'est des élections libres, équitables et transparentes. Alors, M. Azata, on parle des élections générales de 2026. En tant que vice-président du parti Les Démocrates, qu'est-ce qui est en train d'être réellement fait au sein de votre parti pour que ces élections soient véritablement équitables et transparentes à votre niveau? Oui, nous sommes, en tant que démocrates, nous sommes mis dans le cadre de concertation avec d'autres formations politiques de l'opposition. Oui. Et nous menons les démarches qu'il faut pour cela. Quelles sont concrètement ces démarches que nous essayons de convaincre. Vous avez vu que le cadre de concertation a pris d'abord comme premier acte pratiquement la question du fichier électoral que nous avons constitué là-dessus. Il s'est mis en œuvre un comité de pilotage qui est à pied d'œuvre pour que le fichier soit vraiment propre, le plus propre possible, qu'il puisse servir effectivement à des élections équitables et transparentes. Nous sommes, après le fichier, puisque c'est maintenant le comité de pilotage qui s'en occupe, nous suivons. Nous avons le point jusqu'à la date d'aujourd'hui, quels sont les résultats que vous observez déjà au niveau du comité de pilotage? Non, le comité de pilotage est en relation avec le gouvernement, notamment en relation avec le ministre de la Justice, puisque dès que le comité de pilotage a été mis sur pied, nous avons conduit vers le ministre de la Justice, nous avons fait les présentations. Ils sont en accord avec le ministre de la Justice. Ils ont remodelé les thèmes de référence, remodelé le budget pour tenir compte maintenant de l'activité concrètement, puisque c'est eux qui ont à conduire l'activité. Et puis, bon, je crois qu'ils attendent que le gouvernement prenne acte de cela et ils vont lancer certainement le recrutement des experts qui vont faire l'audit dans les différents compartiments. Ils vont suivre ces experts-là, recevoir les résultats de l'audit, faire des recommandations, suivre la mise en œuvre de ces recommandations pour que l'extraction de la liste de 2026 soit propre. Parce que c'est une étape importante pour les élections libres, équitables et transparentes. En dehors de cela, puisque eux ils sont lancés sur ça, nous maintenant nous occupons d'autres aspects, notamment la question du code électoral. Oui. Nous sommes en train là-dessus d'échanger entre organisations. Nous avons mis en place un comité qui prépare en réalité un dossier sur la question pour que nous fassions un peu de la même manière, que nous puissions regrouper les acteurs, et ils sont très nombreux, qui se sont déjà prononcés pour que ce code, sous cette forme-là, soit relu. Ils sont très nombreux, ces acteurs. Donc, vous militez encore pour la relecture du code électoral? Ah oui, absolument. Bon. Et normalement, comme je l'ai dit, les pouvoirs, ceux qui nous dirigent, oui, avec tous ces cris qui ont été lancés par divers acteurs, ils doivent comprendre que ce n'est pas de la jérémiade, c'est une réalité. Et s'ils ont à cœur réellement de faire des élections libres, équitables et transparentes, ils doivent constater que la relecture du code électoral est un aspect important du processus et qu'il faut s'y engager le plus vite possible. Bon, donc, nous faisons le travail, nous allons regrouper. Monsieur le coordonnateur, nous comprenons que vous êtes en train vraiment
de vous déployer pour que les résultats soient quand même probants. Et nous avons remarqué que très récemment, vous étiez monté au créneau pour réagir à l'actualité nationale. Et je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous avez souvent cette stratégie de réagir. Quand vous montez au créneau, ce n'est pas que vous proposez, mais vous réagissez. Pourquoi est-ce que vous avez adopté cette stratégie au niveau de l'opposition? Nous sommes un groupe de l'opposition. Et nous comprenons des formations politiques de l'opposition. La moindre des choses que nous puissions faire, c'est de réagir à l'actualité. Si nous laissons passer l'actualité sans réagir, c'est comme si tout allait bien. Et c'est pour ça que nous réagissons. Et dans les réactions que nous avons, le journaliste avisé que vous êtes, en lisant nos réactions, vous devez comprendre quelle est notre posture sur les différentes questions. Oui, le problème si que ça pose un problème, posture, on a l'impression que vous suivez le rythme de l'exécutif. Vous attendez qu'il pose un acte et vous réagissez, alors que vous avez bien l'opportunité de partager avec l'opinion votre point de vue. Peut-être que ça pourrait même corriger, mais généralement, l'opposition attend que le gouvernement ou même les partis de la mouvance agissent pour réagir. C'est cette stratégie que nous ne comprenons pas. Non. Par exemple, ce que vous dites là, vous devez comprendre premièrement que c'est le gouvernement qui gouverne. C'est le gouvernement qui gouverne. Donc, il est normal que nous puissions apprécier les actes du gouvernement à la lumière des schémas que nous avons, de l'orientation que nous avons. C'est normal. Ce n'est pas nous qui allons poser les actes et le gouvernement va réagir. Bon, ensuite, ce que nous pouvons faire à notre niveau, nous le faisons. Oui, mais est-ce que vos cris de cœur sont véritablement pris en compte? Malgré vos diverses réactions. Vous savez, je vais vous dire une chose sur cette question-là. Nos cris de cœur, entre la mouvance et l'opposition, se trouve un troisième acteur. C'est le peuple béninois. Vous comprenez? Donc, nos cris de cœur s'adressent au peuple béninois, sensibilisent le peuple béninois sur la façon dont il est géré et que les autres gèrent d'une certaine manière et veulent couvrir les méfaits de l'orientation qu'ils ont développée à leur gestion. Si nous dévoilons ça, c'est pour que le peuple béninois comprenne. Si la mouvance constate que, bon, du fait de cette réaction-là, elle peut corriger quelque chose, c'est tant mieux. Mais si elle reste campée sur sa position, c'est pas ça le problème. Nous, le problème, c'est qu'il faut que le peuple béninois comprenne qu'il ne peut pas continuer d'accepter d'être géré de cette manière. Et voilà. Oui, monsieur le coordonnateur, vous réagissez et vous condamnez ce que vous voulez condamner. Mais il y a une chose, ça nous amène à quoi? Le peuple pourrait se braquer contre ce qui se fait. Mais on dit chez nous, généralement, avant d'enlever sa toiture, c'est qu'on sait que l'autre est prêt. Mais en même temps, il serait intéressant que le peuple sache ce à quoi il va s'attendre quand ceux qui ne font peut-être pas bien ne seront pas là. Et c'est là où on se demande la stratégie. Politiquement, à quoi on va s'attendre? Tout ce qui est là, si c'est pas bon, ça va partir, mais ce qui va venir. Donc, dans votre communication, est-ce possible de percevoir ce que vous pourriez implémenter? Ce que vous devez percevoir dans notre communication, par exemple, déjà, c'est que si nous arrivons au pouvoir, nous ne ferons pas de l'exclusion aux élections. En d'autres termes? Nous ne ferons pas de l'exclusion. C'est-à-dire que toutes les tendances se présenteront devant le peuple béninois avec tous leurs droits, toutes leurs capacités, expliqueront leur posture, leurs propositions au peuple béninois et le peuple choisira librement qui va les diriger. C'est déjà une chose importante que vous devez noter. Nous ne ferons pas de l'exclusion. Ça fait un. Deuxièmement, nous allons diriger en tenant compte de l'homme. Nous ne reléguons pas l'homme au rang de la machine, c'est-à-dire que pour ceux qui nous gouvernent, l'homme n'est rien. L'homme, c'est rien du tout. C'est pourvu qu'on accumule de la richesse. Pour nous, c'est l'homme qui crée la richesse. Le développement est fait par l'homme et pour l'homme. Vous lirez dans toutes nos actions, vous lirez ça. Autre chose si vous voulez, mais
dans toutes nos critiques, existe toujours la lecture de notre posture par rapport à ce que nous dénonçons. Mais, monsieur le c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai comme que... ça. Nous n'allons pas entraver les libertés. C'est très facile quand on est au pouvoir d'étouffer les libertés, d'entraver les libertés parce que, bon, on ne veut pas que les gens puissent parler de ce que nous faisons comme méfait. Or, ça, on dit en fond, quand dans une maison où le da, c'est lui qui a toujours raison, ce n'est que lui qui parle, c'est lui qui a... Même quand c'est finalement le da qui conclut, mais il écoute tout le monde, des plus petits aux plus grands, avant de faire la synthèse. Or, ici, non. Vous n'aurez pas d'exilés politiques, vous n'aurez pas de prisonniers politiques. C'est comme ça. C'est ça. Vous avez écouté Mbeki, vous n'aurez rien de tout ça. Bon, par conséquent, si vous voulez, ce que nous allons faire en arrivant, c'est ça. Bon, en dehors de ça, maintenant, il y a tous les actes de gouvernance ordinaires. C'est-à-dire, on va tracer telle route, on va construire tel pont, on va faire ci, on va faire ça, on va favoriser l'agriculture. Mais ça, là, ce n'est pas le moment de le dire. Vous comprenez? On a le temps de la campagne pour dire ça. Et si la campagne est libre, si la campagne est libre, équitable, si la campagne est libre, bon, chacun va se déployer et dire ce qu'il va faire. Monsieur Assatassou, le point que vous soulevez m'intéresse beaucoup parce que, en fait, depuis 1990, on a vu plusieurs élections se dérouler ici au Bénin. Les candidats ont fait des propositions, mais des propositions qui sont pratiquement irréalisables. Donc, c'est pas pendant la campagne, c'est comme des incantations. On dit des choses. Qu'est-ce que j'ai dit d'irréalisable? Non, vous n'avez pas encore dit, mais quand on dit des choses, écoutez, quand ce que vous dites, le dire, c'est trop facile. Mais comment on y va? Même le gouvernement qui est en place a forcément des projets. Mais en les mettant en action, on se rend compte que tout n'est pas forcément pris en compte. Il y a des rectificatifs. Donc, si on appelle les trucs clairs, ça veut dire qu'on peut aller sur des chantiers. Monsieur Kitome. Oui, monsieur le Président. La campagne n'est pas ouverte. Je suis d'accord. Vous comprenez? Je ne peux pas dire... Population de Niki, je vais vous faire ça. Non, non. Bon, moi, tout vous comprenez? Je ne peux pas le dire oui. Là où je suis là. Non. Ce que je peux dire, c'est que je donnerai, c'est que c'est pas moi, c'est mon parti, c'est ma tendance politique. Nous donnerons au pouvoir si quand nous aurons à l'exercer l'orientation dont je viens de vous parler. C'est ça. Et c'est ça qui est important pour l'instant. Et quand si la campagne n'est pas... Regardez, on étouffe les réunions maintenant. Pour parler... On étouffe les réunions. Ah, mais bien entendu, vous voulez que je vous donne des exemples? Aujourd'hui, là, on nous étouffe. En faisant? En interdisant nos regroupements, en interdisant nos réunions, en interdisant. Ça, vous n'êtes pas au courant. Mais vous avez un siège, on ne peut pas... Votre siège n'est pas assiégé quand même. Oui, mais tout le monde ne travaille pas toujours au siège. Vous n'avez pas vu l'UP, le BR sur le terrain. Vous n'avez pas vu leurs femmes en train de faire des choses. Vous n'avez pas vu ça. Ce n'est pas toujours au siège. Non, parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Ce qui est important aujourd'hui, là, c'est qu'il faut que le pouvoir se rende compte que la méthode qui consiste à étouffer les autres, à parler tout seul, et à ne faire entendre que tout seul, que cette méthode conduit droit dans le mur. La preuve, c'est que la crise que ce pouvoir traverse s'approfondit tous les jours un peu plus. Est-ce que vous vous attendiez à cette déclaration de la part de M. Mbeki? Vous ne vous attendiez pas à ça? Il a toujours surpris par cette déclaration. Ah oui, mais il faut que les gouvernants, vous n'êtes, ça ne vous gêne pas, parce que, bon, c'est Mbeki, et puis, vous n'avez rien à en foutre, mais les gouvernants doivent s'en occuper. Est-ce que vous vous attendiez à ce que on fasse procès à Olivier Bokor, Oswald Omeki? Olivier Bokor, c'était prétendument le vice-président, hein. Mais ça veut dire que... Oui, bon, mais sinon, la vice-présidente elle-même, bon. Bon, bref, bon. Donc, ça veut dire quoi? Que les gouvernants doivent comprendre que ça ne marche pas.
cette façon dont il procède. Il faut détendre l'atmosphère. Il faut détendre. Il faut laisser les gens travailler, laisser les gens s'exprimer. Et si vous êtes aussi bon, si vous êtes aussi clairvoyant, si vous parlez, les autres parlent, ça se fera de lui-même. Vous comprenez? Les populations ne sont pas bêtes. Vous comprenez? Mais quand vous étouffez, ça ne marche pas. Concrètement, ça ne marche pas. On va dans le décor. Et c'est ça qui est important à dire aujourd'hui. On va dans le décor. Vous comprenez? On va dans le décor. C'est ça. Non, mais M. Azatassou, je suis d'accord que vous ayez pris le parti de dénoncer certaines choses, mais est-ce que cette façon de dénoncer, ça va nous conduire aux résultats escomptés? Parce que ce que le peuple béninois veut, c'est bien manger, hein, bien vivre, qu'il y ait de la paix et que la sécurité y soit. Et si nous devons... ce qui nous intéresse, c'est de savoir... À un moment donné, on avait vu avec le président Kérékou qui avait eu un grand projet qu'on appelait à l'AFIA 2025. C'était une projection dans le temps. Avec le pouvoir qui est en place, on a eu le PNT. Et tout ça, ça donne quand même... En fait, ça permet d'avoir une certaine lecture sur la durée qui n'est pas forcément... que n'importe qui pourrait reprendre. Et donc, l'opposition, c'est quand même... Vous proposez des choses pour prendre quand même en main la destinée de ce pays. Bien entendu. Quelle orientation? Oui, à quel point... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui. C'est la principale orientation que je viens de vous donner. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Parce que qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Quand on aura changé demain, oui. Le reste, on s'attend à quoi? L'homme sera mis au centre du pouvoir. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et comment on pourrait le sentir? Ah, mais mais déjà que moi, j'ai ce principe-là, c'est important. Ceux-là n'ont même pas ce principe. Ils disent que le social se ressent à travers la façon dont eux, ils engrangent les grands bénéfices. C'est-à-dire les investissements qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils font les routes, là, oui, les gens passent dessus. Donc, c'est déjà le social. Quand ils font ci, les gens... Pour vous, ce n'est pas, à votre niveau, ce n'est pas le social. Le développement est fait par l'homme et pour l'homme. C'est ça le principe clé. Donc, cela. On peut consacrer 10 émissions à ça, si vous voulez. Dans tous les domaines. Oui. C'est tous les domaines où ça, là, ça peut se monnayer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est que je sois libre de parler au peuple béninois dans chacun de ces domaines, que je puisse les approcher et leur dire concrètement ce que un pouvoir à leur service devrait être. Voilà, c'est tout. C'est tout le problème. Ok, monsieur Azatassou, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure. Vous avez parlé de Maître Adrien Mungwedi, qui est monté au créneau, qui a fait des déclarations. Mais quand j'observe tout ça, est-ce que ce n'est pas la preuve de l'instabilité de l'homme politique béninois? Parce que nous avons vu, hein, de 90 à aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être fait 10 partis, hein, qui ont peut-être fait la mouvement d'opposition tout le temps. Est-ce que c'est comme ça que le peuple peut être en paix avec les hommes politiques? Parce que s'il n'y a pas la confiance, les gens, vous avez remarqué, les Béninois votent de moins en moins. Est-ce qu'il n'y a pas... Monsieur Azatassou, si Kalès qui te met le permet, d'abord, Monsieur Azatassou... votent de moins en moins, pas pour ça. Les Béninois votent de moins en moins à cause de la gouvernance. Le pouvoir qui est là a réussi à tout détruire, y compris tout l'effort fait par les gouvernants précédents depuis 1960 pour amener le peuple béninois aux élections. C'est ça qui a été détruit aussi. On a l'impression que moins le Béninois se déplace pour aller voter, mieux ça vaut, parce que ça permet de faire ça. Vous avez vu, vous êtes journaliste, vous avez vu, ça permet de bourrer, ça permet à quelqu'un de dire que lui, il a voté dans 12 carnets, lui seul, et chaque carnet comporte 50 feuillets. Il a voté dans 12 carnets. Si ceux qui devaient voter s'étaient déplacés, ils n'auraient pas pu faire ça seul. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait que le peuple béninois ne se déplace pas. Mais je dis aujourd'hui, ce n'est pas la solution peuple béninois. Déplacez-vous, faites votre vote, essayez d'encadrer le vote, surveillez-le, de façon à ce que ça ne puisse pas être volé. C'est ça la solution.
Oui, Vous comprenez? Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais C'est ça. dans le Donc, sud, ce n'est pas les hommes politiques, c'est pas Adrien Oumbédi qui a fait que les gens ne votent pas. Oui, mais monsieur Azatassou, si je m'en tiens à la question de Kales Kitoumé, Oui. quel commentaire suscite cette déclaration de Maître Adrien Oumbédi chez vous? Voilà, j'ai déjà fait ces commentaires un certain nombre de fois, notamment à la dernière Assemblée générale, à la dernière conférence de presse du cadre. Vous comprenez? Maître Adrien Oumbédi, le pouvoir qu'il a soutenu, il l'a soutenu activement. Il l'a soutenu activement. Il est cofondateur du parti Union progressiste Le Renouveau, qui soutient la mouvance. Et on l'a suivi. Il a été président de l'Assemblée. Il a accompagné activement ce pouvoir en faisant voter des lois liberticides, etc. Le pouvoir est encore en place. C'est pas qu'il est parti. Tout à fait. Le pouvoir est là. Le pouvoir a encore quelques mois devant lui. Et Maître Adrien Oumbédi constate que ce que lui et ses militants se sont définis comme règle, comme objectif, ce n'est pas vérifié. Donc, il a cru, à un moment donné, que ce pouvoir qui venait d'arriver pouvait travailler dans le sens de ses règles et de ses objectifs. Et il a constaté que ce n'est pas le cas. Par conséquent, moi je me dis, bon, Maître Adrien Oumbédi, c'est quelqu'un qui a été victime de l'autocratie sous le PRPB. C'est quelqu'un qui a dû s'exiler. C'est quelqu'un qui a dû revenir pour faire la conférence nationale. Et qui a été un acteur politique. Bon, donc, c'est quelqu'un qui a quand même quelques idées, une idée, quelque chose en lui par rapport aux questions de démocratie, de liberté. Il a une vision en lui. Et il pensait retrouver ça avec ce pouvoir. C'est pour ça qu'il l'a soutenu et il ne retrouve plus. Moi, quand c'est comme ça, ce n'est plus à Maître Adrien Oumbédi que moi je parle. Vous parlez à qui? Je parle au pouvoir pour dire, vous avez vu, ce ne sont pas les râlements de l'opposition dont vous vous moquez là, dont vous pouvez, qui ne vous arrêtent pas là. Ce ne sont pas les râlements de l'opposition, c'est en profondeur. C'est l'appréciation de votre pouvoir qui est étalée là par vos propres partisans. Et des partisans, pas n'importe quel partisan, pas des moindres. Vous comprenez? Donc, il faut tenir compte de ça. Tenir compte de ces appréciations. Mais si vous voulez toujours avoir raison, bon, vous allez insulter Oumbédi, quelqu'un d'autre va parler, vous allez l'insulter, quelqu'un d'autre va parler, vous allez l'insulter, et puis vous allez vous retrouver gros gens comme devant, parce que ça ne marche pas. Voilà, c'est concrètement. Monsieur Azatassou, oui. C'est vrai que Maître Adrien Oumbédi est libre de prendre la parole, mais il est quand même un homme influent dans son parti politique. Vous dirigez un cadre de concertation. Est-ce que c'est un membre, une entité membre, la prise de parole, si on n'est pas content, on peut partir carrément du groupe. Et là, on peut dire les raisons. Mais de l'intérieur, comme ça, en tant que grande entité, c'est ça qui pose le problème, en fait. Oui, mais c'est mieux. Vous dites que je suis dans un cadre de concertation. Oui. Je suis dans un parti. Aussi. Oui. J'ai été FCBE. Je suis d'accord. Quand ça s'est posé et que je ne me retrouvais plus, vous êtes sorti? Je suis parti. Je suis parti, mais avant de partir, vous pouvez demander, si vous voulez recevoir Paul Humpé, et demander qu'est-ce que Azatassou a fait dans le cadre de la crise FCBE pour combattre la tendance Paul Humpé. Je l'ai combattu avant de partir. Vous comprenez? Je ne me suis pas mis dehors d'abord. Parce que quand vous critiquez, quand vous donnez vos points de vue, peut-être que ça peut arranger des choses. Donc aujourd'hui, je suis cadre de concertation. Je suis dans le cadre de concertation. Je suis dans un parti. Bon, si je constate que
les objectifs que moi je me définis, l'orientation que je me donne, je ne retrouve plus ça. Mais je vais le dire aux camarades. Je vais leur dire, non mais ça ne marche pas. Et si je dis que ça ne marche pas et que ça ne se corrige pas, je peux partir. Pourquoi ne pas partir? Si j'estime que ce qui se passe là, ça ne marche pas, mais je m'en vais. Donc, non, on n'a pas de leçon de politique ou de vie militante à donner à Maître Adrien. On peut ne pas être d'accord avec lui. Oui. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais moi, je me garderai de le vouer aux gémonies et de trouver qu'il y a des subtilités des militants et tout ça qu'il n'a pas. Non. Il a dit des choses très graves. Et c'est ce qu'on dit qui est important. Ce n'est pas la personne qui le dit. C'est ce qu'on dit. Est-ce que quand vous prenez point par point, vous pouvez dire non, il a menti sur ça, donc il a menti sur toute la ligne. Nous conservons ce que nous faisons, c'est votre droit. Le droit de la mouvance, quand je dis votre, oui, je suis d'accord, je comprends. C'est la mouvance. Pas nous, oui, je ne parle pas de vous, les journalistes. Je comprends, je parle de la mouvance. Vous pouvez continuer, faire comme si de rien n'était. Personne n'a parlé. Mais quand vous vous couchez là, il faut que votre oreiller vous parle. Comme on le dit chez nous. Oui, il faut que... Qu'est-ce qu'on fait pour que ce vieux-là dise ça? Il faut que ça vous... Si ça ne vous interpelle pas, c'est que vous n'êtes pas bon dirigeant. Vous savez vous interpeller, vous pouvez conclure que non, il y a fait, il n'y a rien. Mais ça doit vous parler. Et moi, c'est ce que je demande. La gouvernance actuelle prend haut de toutes parts. Ça craque de toutes parts. Et le président de la République, c'est à lui que je parle. Je ne parle pas à Adrien Oumbédi. Ce qu'Adrien Oumbédi, moi je disais ça depuis 2016. Depuis août 2016, que moi j'ai dit, on n'a pas la démocratie, on a la dictature, on a l'accaparement des principaux leviers de l'économie nationale, on a l'accaparement des institutions. C'est depuis 2016 que je dis ça. Depuis 2016. Quand j'ai observé quelques mois après la prise du pouvoir, la tendance, je me suis dit, bon, au niveau de l'aéroport, au niveau du port, au niveau de... Et j'ai dit, on est en pleine dictature. Maître Oumbédi a parlé d'isolement. Maître Adrien Oumbédi dit à peu près les mêmes choses que moi maintenant. Bon, donc moi, je considère que il faut que nos dirigeants sachent prendre ça. Ils peuvent rejeter l'homme, mais travailler sur les idées. Moi, c'est ce que je leur conseille. Okay. Et le président de la République qui veut sortir par la grande porte, il faut qu'il travaille sur ces idées-là. Il faut qu'il travaille sur ces idées-là. Et je dis, ce n'est pas des râlements, comme il a dit au Parlement, là, c'est-à-dire dans son discours, que ni les râlements, ni les... Ce n'est pas des râlements, hein, c'est des réalités. Maître Adrien Oumbédi a vécu le défaut de démocratie dans sa chair. Et se retrouve ça. Ah, mais s'il retrouve ça, eh bien, normalement, vous êtes tenu d'écouter, d'examiner les choses et de tirer les conséquences de ça. Mais si vous ne pouvez ne pas le faire, ça veut dire que vous êtes incorrigible. Et le peuple béninois verra qu'on ne peut plus compter sur vous. Monsieur le coordonnateur, pour aller à la démocratie. Monsieur le coordonnateur, notre objectif en vous invitant ce dimanche matin, c'est d'avoir une idée de ce à quoi on peut s'attendre avec l'opposition béninoise, parce que le peuple béninois aspire au meilleur. Le peuple béninois sait qu'il faut que ça se passe mieux, que notre pays se développe sur tous les plans, sur tous les aspects. Il y a une proposition qui est en place, vous êtes de l'opposition. On aurait voulu que l'opposition comprenne et le peuple comprenne à quoi s'entendre, qu'est-ce qui peut les faire espérer. Comme ça, on sait, hein, vous avez dit, quand les gens commencent à parler, les dirigeants écoutent aussi. Donc, on aurait souhaité que vous puissiez... Je n'ai pas l'impression qu'ils écoutent. Bon, vous n'avez pas l'impression, mais vous n'êtes pas dans leur chair. Parce que ça ne change pas, rien ne bouge. Mais nous sommes à quelques mois des élections, hein, je vais dire ça comme ça, à quelques mois des élections générales. Que pensez-vous qu'il faut faire maintenant pour que les Béninois aient confiance
en leur politique? Il faut absolument décrisper l'atmosphère politique. Absolument. Il faut absolument décrisper l'atmosphère politique. Faire sortir les prisonniers politiques. Faire revenir les exilés politiques. Et nous asseoir pour dire, bon, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de critiques. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Comment notre pays va être géré? Quand on va s'asseoir là, on peut décider que la gestion de la rupture est la meilleure pour le Bénin aujourd'hui. Bon, on suivra. On suivra. On suivra. Et on va continuer à parler jusqu'à ce que, bon, on comprenne que non, en fait, il faut moduler ça, il faut changer ça. Bon, mais on peut décider d'autres choses. La meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire décrisper l'atmosphère, faire revenir les exilés, faire sortir les prisonniers politiques et nous asseoir. Donc vous militez pour un dialogue? Je milite absolument pour un dialogue politique. Parce que le peuple béninois a démontré, de par toute son histoire, que c'est dans le dialogue qu'il règle ses problèmes. Ça finit toujours par le dialogue. Ça finit toujours par le dialogue. Donc, ce n'est pas la peine de foncer tête baissée. Ce n'est pas la peine de foncer tête baissée. Parce que quand vous foncez tête baissée, et que finalement c'est le peuple qui est souverain, vous allez au-devant des problèmes. Vous allez au-devant des problèmes. Voilà. Monsieur Azatassou, voilà. On n'a pas vu le temps passer. Nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti. On m'a fait des signes, je n'ai rien compris. Mais on a débattu pendant un moment, on n'a pas vu le temps passer. Bon, moi je parle chrono, mais je sais que le temps est passé. Mais monsieur Azatassou, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez nous donner l'unité des prochaines actions du cadre de concertation pour nous amener vers les objectifs que vous êtes cités en matière, vous avez soulevé 2 points essentiels ici, la liste électorale, en tout cas tout est lié à le fichier électoral, le code électoral. Mais il y a un autre aspect de notre combat, c'est la question des droits humains. Okay. Nous menons des actions dans ce cadre aussi pour sensibiliser l'opinion sur la question des droits humains. Vous comprenez? Oui. Et ça, bon, pour discuter de tout ça, nous avons envoyé une lettre au premier magistrat, au président de la République, pour qu'il nous reçoive, pour qu'on discute de ce qu'on a appelé les sujets d'intérêt national. Nous avons demandé au président de la République de nous recevoir pour discuter des sujets d'intérêt national, pour que nous puissions exprimer la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous pensons que le problème du Bénin aujourd'hui doit être pris à bras le corps. Nous avons écrit, nous n'avons pas encore de réponse. Voilà. Mais pourquoi c'est à lui que vous vous adressez? Pourquoi vous adressez pas au peuple lui-même qui est quand même le sujet de tout cela? Oui, parce que nous nous sommes dit que c'est lui, le premier magistrat, c'est lui qui gère le peuple béninois actuellement, c'est le président de la République. C'est à lui que nous nous adressons. Maintenant, s'il ne nous reçoit pas, s'il ne nous écoute pas, en ce moment-là, nous pourrions nous adresser au peuple béninois d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas encore, mais je pense qu'il va nous recevoir. Je pose la question parce que quand on observe tout, on a l'impression que les politiques ils font les jeux de passe-passe entre eux, que le peuple ne le fait que subir, alors que vous dites que le peuple est souverain. Sa place, quand est-ce qu'il agit vraiment? Seulement pour les élections? Non, pas seulement pour les élections. Nous l'informons de tout. La preuve, je viens de l'informer que nous avons écrit au président de la République. Je viens d'informer le peuple. Je suis d'accord. Par votre canal. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons écrit au président de la République. Donc, non, il est normal que lorsque le peuple délègue ses pouvoirs à quelqu'un, il est normal que ce soit à celui-là que nous nous adressions d'abord. D'abord? Oui. Ce n'est qu'une étape. Ah ben absolument, c'est qu'une étape. Mais il est normal que ce soit que nous nous adressions à celui-là d'abord.
nous nous adresserons certainement aussi au bureau de l'Assemblée. Ok. Vous voyez, Oui. et nous nous adresserons, et progressivement, bon, nous nous adresserons à Madame Fatoumbi. nous adressons à Monsieur. Alors, monsieur Azata Soussi Kales Kitome le permet, moi j'ai quand même une petite question à vous poser, Oui. petite digression. Le débat autour de la Nouvelle République, que pense le cadre de concertation de l'opposition? Bon, je vais vous dire franchement, nous avons dit que le débat n'a pas droit d'être. Mais je vais vous dire, ce débat-là, Oui. il y a ce qu'on en dit en général. Il y a beaucoup de choses qui se disent et avec lesquelles je suis d'accord. C'est-à-dire que les gens nous fatiguent avec un tel débat. La Constitution a réglé le problème et les gens nous fatiguent. Mais j'aime bien, sur ces questions-là, aborder ce que beaucoup n'ont pas encore dit. Et je trouve deux choses Lesquelles? que je vais aborder avec vous. La première chose, c'est que, vous voyez, il faut remercier, féliciter, dresser des lauriers aux députés de la 7e législature, les 21 ou 22, qui ont bloqué la révision de la Constitution. Pourquoi principalement eux? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, non, ne vous en faites pas. Je dis les choses pourquoi je vais le dire. Vous voyez, on dit par exemple que la création du poste de vice-président, la vice-présidente là, on aurait pu ne pas l'avoir. Hein. On aurait pu nommer un chancelier comme on faisait d'habitude. Que ça n'aurait rien changé. Vous comprenez? Donc, c'est comme si c'est mis là, juste pour dire on a changé quelque chose et c'est la Nouvelle République. Vous comprenez? Or, dans la révision que les députés dont je parle ont rejeté, il y a une transformation profonde, plus profonde que ça. Plus profonde que ça des institutions de la République. On a dit même, par exemple, on va supprimer le Conseil économique et social. Si ça avait été le cas, ce ne serait plus une nouvelle république seulement. Ce sera une nouvelle république au carré. Oui, c'est-à-dire que quand on va rentrer dedans et on va faire un mandat, ça commence à devenir ancienne. Ça va, même qu'on échange quelque chose, ça redevient au carré, ça redevient encore nouveau. Et on redémarre. Oui. Je crois que nous sommes gérés par des gens qui sont qui jouent trop au malin. On ne peut pas considérer que cette le vice-président-là, que c'est fini, c'est une nouvelle république. Et si on avait supprimé le Conseil social, si on avait démodelé la Cour constitutionnelle comme on voulait le faire là, comment ça aurait été appelé? C'est une nouvelle république au cube, ça. Vous comprenez? Bon, donc, ils ont été avisés, ces députés. La deuxième chose, et ça c'est pour les jeunes que je parle, c'est pour les jeunes que je parle, la question de nos intellectuels. On a dit que c'est écrit dans la Constitution que nul de sa vie, mais des intellectuels ont dit que cette phrase-là est réputée non écrite. C'est la phrase. Et quelqu'un a brandi un livre que lui il a démontré dedans que c'est réputé non écrit. C'est-à-dire que le président de la République lui-même a compris, a dit tant que cette phrase va figurer dans la Constitution, que lui pense que le problème est réglé. C'est ça qu'il a dit, le président. Oui. Ça veut dire quoi? Si vous ne voulez pas qu'il y ait un troisième mandat, essayez de faire en sorte que la Constitution ne soit pas révisée. Vous comprenez? Parce que si ce n'est pas révisé, la phrase là va rester. Mais l'intellectuel dont je parle est parti plus loin. Il a dit, même si sa phrase là, dedans là, c'est réputé non écrit. C'est comme si ça n'existe pas. Bon, donc ça c'est l'intellectuel. Lorsque un jeune se trouve en face de cet intellectuel, il faut qu'il soit
aviser pour ne pas se faire duper, ne pas se faire tromper. Ce qui est écrit là, on dit c'est réputé non écrit. Alors, qu'est-ce qui d'autre est réputé non écrit dans la Constitution et que je peux violer parce que, bon, même quand je vais violer, on va dire que ce n'est pas écrit, alors que c'est dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans pour lequel je peux avoir une telle attitude? Non, je pense que ce débat-là, c'est un débat pour nous distraire. C'est un débat pour nous distraire. Je pense que le président de la République, bon, c'est vrai, il avait dit qu'il allait faire un seul mandat, il en a fait 2. Mais je pense que, quand même, je ne crois pas qu'il puisse, maintenant là, dire que malgré tout ce qu'il a dit là, devant des Africains, des jeunes Africains, devant la nation entière, et à plusieurs reprises, non, le problème est réglé et tout ça, je ne vois pas comment il pourra maintenant dire, bon d'accord, oui, ça va, donc je ferai un 3e mandat. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne descende pas le Bénin à ce niveau-là. Ce débat-là nous descend, nous ridiculise au Bénin, à mon avis. Je pense que ça ne devrait pas avoir de cité. Voilà. Merci, M. Eugène Azatassou. Je rappelle que vous êtes vice-président du Parti des démocrates. Un des vice-présidents. Un des vice-présidents. Voilà. Et vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation de l'opposition. Des forces politiques de l'opposition. Des forces politiques de l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, vous nous avez parlé un peu des propositions de l'opposition pour que le Bénin soit meilleur, pour que le Bénin se porte bien. Vous estimez que le débat autour de la nouvelle République n'est qu'une distraction et que les intellectuels doivent se prendre au sérieux parce que le chef de l'État, tout comme la Constitution, ont déjà tranché cette question. Vous estimez que la prise de parole de Maître Adrien Humbedi est un appel, que tout ce qu'il a dit devait être quand même pris au sérieux pour implémenter dans la gestion actuelle qui est faite de notre pays. Voilà. Vous estimez que nous avons besoin de décrisper l'atmosphère politique et ramener tout le monde pour faire un vrai débat et juger de ce que nous sommes en train de faire et faire un choix pour l'avenir de ce pays. Vous avez dit que vous réagissez généralement parce que c'est votre rôle. Vous avez le rôle de tirer sur la sonnette d'alarme quand quelque chose se passe et qui n'est pas forcément bien. Et vous pensez que si vous aviez la possibilité d'exercer le pouvoir, vous allez mettre l'homme au centre de tout le monde, le considérer comme l'élément de développement et nous aurons l'occasion de voir comment vous pensez le Bénin. Voilà. Je crois que c'est en résumé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment pour avoir fait les sacrifices nécessaires pour que cette émission ait lieu ce matin parce que ça n'a pas été facile. Merci infiniment pour tout ce que la patience et tous les sacrifices. Merci à toi, Nasrin Fatoumbi, pour le sacrifice. Merci pour la participation active. Merci à tous les techniciens ici, que ce soit Ulrich Charbel, M. Romao, M. Noukomé, et tout le monde, toutes les personnes, Mme Solézi, tous ceux qui ont participé quand même à la réalisation de cette émission. Je vais vous dire en dernier ressort, merci à vous, chers amis téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci pour votre fidélité. À dimanche prochain pour le même exercice. Bonne semaine à vous.